Elle a encore des ennuis, a chuchoté ma mère au téléphone. Dis à Émilie que je ne suis plus son distributeur automatique, ai-je répondu froidement. J'ai raccroché et, en quelques heures, toute ma famille s'est retournée contre moi et tout s'est effondré. Pendant des années, j'étais convaincu que faire partie d'une famille signifiait un sacrifice sans fin que donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien était simplement la règle parce que l'amour était censé avoir plus de valeur que l'argent. C'était la fausse croyance avec laquelle j'avais grandi, le scénario que je suivais sans poser de questions. Mais au moment où j'ai enfin refusé, le jour où j'ai cessé d'être leur banque personnelle, tout a basculé. Je suis Samuel Taylor, le dirigeant d'une entreprise informatique prospère. Pendant plus de 10 ans, j'ai soutenu mes parents, ma sœur Émilie et mon frère Justine. Je réglais leurs factures, effaçais leurs dettes et réparais constamment leurs erreurs. Ma mère lançait une nouvelle entreprise chaque année, vente d'huiles essentielles, de savons artisanaux, d'écharpes personnalisées, mais l'aventure de la fabrication de bougies a été celle qui m'a le plus sollicité. J'ai construit son site web, mis en place toute une boutique en ligne et géré le marketing. Elle a été enthousiaste pendant un mois, puis, comme toujours, s'est lassée. Peut-être que ce n'est tout simplement pas ma passion, a-t-elle soupiré pendant le dîner de la fête de l'Action de grâce, ignorant complètement les efforts que j'avais fournis. La phrase fétiche de mon père, Émilie travaille sans relâche comme infirmière. Élever 2 enfants seule n'est pas facile. Elle a besoin de soutien, Samuel. Émilie était imprudente avec l'argent, dette de carte de crédit, prêt sur salaire, virée shopping inutile. Chaque fois qu'elle avait des problèmes financiers, on s'attendait à ce que j'intervienne. C'était toujours une urgence. Ensuite, il y avait Justine. Il avait été licencié de 3 emplois, le dernier pour être arrivé ivre à une réunion importante. Pourtant, il ne faisait jamais l'objet de critiques ou de culpabilité. Il est en difficulté, disait-il. Pendant ce temps, j'étais le pilier, la poule aux œufs d'or dont le succès avait un prix, ma liberté. Une fois que j'ai eu mes propres enfants, j'ai vu clairement la vérité. Mes parents les reconnaissaient à peine. Si jamais je demandais de l'aide, j'entendais « Samuel, engage peut-être une nounou. Nous sommes trop vieux pour ça. » Mais si Émilie avait besoin d'une babysitter, ils réorganisaient tout leur emploi du temps. Le point de rupture? J'ai refusé de renflouer Émilie une fois de plus. Et soudain, je n'ai plus été considéré comme un membre de la famille. En y repensant, je ne me suis jamais demandé pourquoi Émilie recevait toujours le dernier iPhone alors que j'avais un ordinateur portable pratique pour l'école. Pourquoi ma demande de chaussures de basket se heurtait à un « Samuel, en as-tu vraiment besoin de nouvelles? Ta vieille paire fonctionne encore », alors que les bottes de créateur d'Émilie étaient achetées sans hésitation. À 15 ans, j'ai trouvé un emploi pour empiler des étagères. Émilie et Justine n'ont jamais travaillé un seul jour. Samuel est responsable. Il se débrouillera, disait-il. J'ai cru un temps que c'était un compliment, je réalise maintenant que c'était un fardeau. Si vous pouviez prendre soin de vous-même, vous n'aviez pas d'autre choix que de le faire. Si vous aviez plus, on s'attendait à ce que vous partagiez. Émilie avait la vie la plus facile, gâtée, protégée des conséquences. Elle a démoli sa première voiture, papa l'a remplacée immédiatement. Elle a vidé ses cartes de crédit, maman a blâmé les banques. Justine était un désastre constant, trouvant toujours des excuses. Il a été licencié pour état d'ivresse au travail, pourtant, au lieu de le tenir pour responsable, ils l'ont réconforté. Tout le monde n'a pas ta chance, Samuel. La chance. J'ai construit ma vie à partir de rien. J'ai lancé mon entreprise informatique dans un minuscule appartement, travaillant la nuit, survivant avec des nouilles instantanées. Pas d'aide, pas de filet de sécurité. J'ai pris tous les risques pendant qu'ils se laissaient porter par la vie. Pourtant, quand j'ai réussi, ils ont agi comme si mes accomplissements leur appartenaient. Nous sommes si fiers de toi, mon fils. Et tu sais, la famille prend soin les uns des autres. C'était toujours le piège, la culpabilité déguisée en éloge. Cela a commencé doucement. Émilie avait besoin d'aide pour le loyer. Justine avait des retards de paiement de carte de crédit. La voiture de maman est tombée en panne. Le toit de papa avait besoin de réparation. Et j'étais celui qui pouvait intervenir. Après tout, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Au début, je donnais volontiers, heureux d'être le fils prospère. Mais progressivement, les demandes se sont transformées en exigences. Émilie a même cessé de prétendre avoir des difficultés.
Elle réservait des week-ends au spa et prenait des vacances à Canquin. Quand je fronçais les sourcils, elle se moquait, « Oh mon Dieu, Samuel, j'ai besoin d'une pause. Tu ne comprends tout simplement pas. Tu n'as pas d'enfant. » Justine n'a jamais cherché d'autre emploi, m'envoyant simplement par SMS, « Frérot, j'ai besoin d'un service », et partageant son Venmo. Maman, cependant, était la pire de tous. Elle arrivait avec un nouveau concept d'entreprise chaque année, huiles essentielles, écharpes tricotées, mugs personnalisés. Chaque fois, j'étais enrôlé pour créer le site web, configurer les paiements et gérer les publicités. Puis est venu le fiasco des bougies. Maman a décidé qu'elle voulait vendre des bougies artisanales, affirmant « Ça va être énorme, Samuel. Les gens adorent les produits faits main. » J'aurais dû me méfier, mais j'ai passé des semaines à construire un site de commerce électronique pour elle, à concevoir une jolie boutique en ligne, et j'ai même couvert le coût du premier lot de stock. Elle s'en est désintéressée en un mois. Peut-être que les bougies n'étaient tout simplement pas sa passion, comme tous les autres projets ratés. J'avais investi des milliers de dollars dans ces idées, espérant toujours que cette fois serait différente. Mais je n'ai jamais exprimé mes inquiétudes parce que c'était maman. Puis est venue la gifle finale. Mes propres enfants, ma véritable famille sont devenus un fardeau pour eux. Maman a refusé de faire du babysitting et papa n'a pas aidé non plus. Quand je demandais, je recevais la même réponse condescendante, « Samuel, tu peux te permettre une nounou. Engage un professionnel. » Mais quand Émilie avait besoin d'une babysitter, il laissait tout tomber. Quand elle rencontrait un problème avec ses enfants, cela devenait le problème de tout le monde. Quand Justine dépensait son dernier chèque de paie en alcool, cela devenait mon problème. Mais mes problèmes, mes besoins? Samuel, tu es autonome. Tu n'as besoin de rien de notre part. Ils avaient raison. Je n'avais besoin de rien de leur part. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander, pourquoi avais-je besoin d'eux? Que se passerait-il si j'arrêtais simplement de donner? Le moment où j'ai dit non a commencé par un appel téléphonique. Je terminais une conversation avec un client important quand mon téléphone a vibré avec le nom de maman. J'ai failli l'ignorer, mais je savais que si je ne répondais pas, elle continuerait d'appeler. En soupirant, j'ai décroché. « Samuel, chéri, nous devons parler. » Sa voix était mielleuse, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» ai-je demandé. « C'est ta sœur. Elle a des ennuis. » Bien sûr qu'elle en avait. Émilie avait toujours des ennuis. « Quoi encore ?» ai-je demandé, anticipant déjà que la réponse ne me plairait pas. Elle a perdu son emploi. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré lentement. « Laisse-moi deviner, » ai-je dit en me frottant la tempe. « Elle a besoin d'argent ?» Maman a hésité, ce bref silence qui révélait que j'avais compris. « C'est juste temporaire », a-t-elle rapidement répondu. « Tu sais à quel point elle travaille dur entre les enfants et la maison. C'est tellement stressant pour elle. » Il y a eu un silence inconfortable, anormal. J'ai dit non, maman. Les mots semblaient bizarres dans ma bouche. Contre nature, comme si je brisais un schéma de toute une vie. Nicolas, elle a 2 enfants. Comment peux-tu être si sans cœur, s'est-elle exclamée. Elle a aussi un ex-mari qui paie une pension alimentaire, ai-je rétorqué. Et 2 parents qui peuvent t'aider. Pourquoi est-ce toujours moi? Tu sais que Justine n'a pas les moyens, a-t-elle dit. Alors peut-être que Justine devrait trouver un travail au lieu de boire son chèque de paie chaque week-end, ai-je répondu. Il y a eu une inspiration brusque. Nicolas, c'est ta famille, a-t-elle dit, son ton devenant froid. Non, maman, ai-je répondu, imitant son ton glacial. J'étais votre soutien financier, et je suis fermé. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai raccroché au nez. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais au doute. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Les conséquences sont arrivées le lendemain. Mon téléphone était inondé d'appels manqués, de messages vocaux et de textos. Papa, tu abandonnes ta famille. C'est incroyable. Maman, je ne peux pas croire à quel point tu es devenue égoïste. Émilie, waouh. Juste waouh, Samuel. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Justine était ironiquement silencieux. Peut-être savait-il que c'était inévitable. Et puis est venu le dernier message de maman, ton père est à l'hôpital. J'espère que tu es satisfait.
Un sentiment de malaise m'a envahi alors que j'entrais dans l'hôpital, la culpabilité s'insinuant en moi. Émilie était déjà devant la chambre de papa, faisant les 100 pas, les bras croisés fermement. Dès qu'elle m'a aperçu, elle a laissé échapper un ricanement sec. Tiens, regarde qui a enfin décidé de se montrer. L'enfant préféré. J'ai ignoré son attitude. Que s'est-il passé? Maman est sortie de la chambre d'hôpital, les yeux gonflés mais le regard calculateur. Il a fait une crise liée au stress, a-t-elle déclaré, le ton lourd de reproche. Tout ça à cause de toi. Un rire sec m'a échappé. Ah, alors maintenant c'est de ma faute. Le regard d'Émilie brûlait de ressentiment. Tu nous as désertés, Samuel. Tu nous as exclus comme si nous ne représentions absolument rien. Vous n'étiez rien pour moi, ai-je répondu d'un ton égal. Juste des parasites. Émilie a eu un hoquet de surprise comme si je l'avais frappé physiquement. Nicolas a réprimandé maman, mais je n'avais pas fini de parler. Vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe? J'ai désigné le lit d'hôpital de papa. Ce n'est pas du stress. C'est un stratagème pitoyable pour que je recommence à vous financer tous. Le silence s'est installé. Puis la voix frêle de papa a murmuré, « Nous sommes ta famille. » Je me suis approché, le fixant dans les yeux. Non, papa. Vous n'étiez qu'une facture que je continuais de payer. Sans un autre regard en arrière, je me suis détourné et je suis parti. Je pensais que ce serait la fin. Je me trompais. La semaine suivante, mes parents ont intensifié les choses. Ils ont commencé à contacter mes employés, les incitant à me convaincre de changer d'avis. Ils ont contacté mes associés, leur racontant des histoires tristes sur la façon dont je laissais sans cœur ma pauvre famille en difficulté souffrir pendant que je vivais dans le confort. Puis ils sont allés encore plus loin, ils se sont présentés physiquement à ma porte. J'ai refusé d'ouvrir. Puis est venu le coup de grâce. Maman m'a envoyé un message avec un numéro de compte bancaire et une seule ligne, « Envoie simplement ce que tu peux. Nous te pardonnons. » Me pardonner. C'est à ce moment-là que tout s'est cristallisé. Il n'a jamais été question d'amour. Il n'avait jamais été question d'amour. C'était une question de contrôle. J'ai bloqué chacun de leurs contacts. Et juste comme ça, j'étais enfin libre. La dernière chose à laquelle je m'attendais était qu'on frappe à ma porte une semaine plus tard. C'était Justine sobre. Il avait l'air différent, épuisé, plus vieux. « Je sais exactement ce que tu penses », a-t-il dit avant que je puisse parler. Et non, je ne suis pas là pour de l'argent. J'ai croisé les bras. Alors pourquoi es-tu là? Il a expiré profondément. Pour te dire que tu avais raison. Cela m'a déstabilisé. Pardon? Justine a passé une main dans ses cheveux. Après que tu leur as coupé les vivres, ils se sont tournés vers moi. Ils ont commencé à exiger que je les soutienne comme si j'avais une pile d'argent secrète cachée quelque part. Il a laissé échapper un rire amer. Quand je leur ai dit non, maman a pété les plombs. Elle m'a traité d'incapable. Elle a dit que je n'étais pas un vrai fils si je n'étais pas prêt à me sacrifier pour la famille. Je suis resté silencieux. Je ne comprenais que trop bien ce sentiment. Justine a secoué la tête. Ils ne nous aiment pas, Samuel. Ils aiment ce que nous pouvons leur apporter. Pour la première fois depuis des années, je ne voyais pas seulement Justine comme le raté qui gaspillait chaque opportunité. Je voyais un homme qui s'était enfin réveillé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. La même chose que toi. Partir. Une partie de moi voulait lui dire qu'il était trop tard, qu'il avait passé trop de temps de leur côté. Mais une autre partie, celle qui croyait encore au changement, a pris 2 bières et lui en a tendu une. Pendant des années, j'ai ignoré les signes avant-coureurs. Je me suis convaincu que ma famille tenait sincèrement à moi, que je leur devais de m'avoir élevé et qu'il était de mon obligation de prendre soin d'eux. Mais au moment où ils ont suggéré que j'engage une nounou pour mes propres enfants au lieu d'espérer qu'ils m'aident, tout est devenu limpide. C'était leur plus grande erreur car, à cet instant, j'ai vu la réalité. Ils ne me voyaient pas comme leur fils. Ils ne me voyaient pas comme leur frère. Ils me voyaient comme un compte bancaire sur pattes. Et maintenant, ils allaient apprendre exactement ce qui arrive quand on mord la main qui vous nourrit. La première étape a été de rompre complètement les liens. Bloquer leur numéro n'était que le point de départ.
Je me suis assuré qu'il n'avait absolument aucun moyen de me contacter. J'ai modifié mon adresse email, coupé leur accès à mon réseau professionnel et donné instruction à mon assistante de rejeter toute communication de leur part. J'ai même amélioré mon système de sécurité domestique au cas où ma mère déciderait de se présenter sans invitation. Puis j'ai attendu, car j'étais certain qu'il reviendrait en rampant. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La deuxième étape a été de les faire souffrir financièrement. Un mois s'est écoulé avant que le premier message désespéré n'arrive. L'email de ma mère disait « Nicolas, nous devons parler. Ton père a du mal avec les frais médicaux et Émilie est sur le point d'être expulsée. Nous sommes toujours ta famille. Tu ne peux pas simplement t'éloigner de nous. » J'ai souri. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà parlé au médecin de mon père et, sans surprise, il était en parfaite santé. Aucun problème de santé important, aucune facture médicale écrasante, juste une autre histoire larmoyante inventée. Et l'appartement d'Émilie ? Oh, j'avais fait mes recherches là-dessus aussi. Elle n'était pas en danger de perdre quoi que ce soit. Elle avait simplement gaspillé son argent dans des vacances luxueuses une fois de plus et s'attendait à ce que je couvre son irresponsabilité. Alors, j'ai ignoré l'email. 2 semaines plus tard, ils ont réessayé. L'email de mon père disait « Samuel, mon fils, s'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes ainsi. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas laisser ta propre chair et ton propre sang souffrir pendant que tu vis dans le luxe. » J'ai vraiment ri aux éclats à celui-là, car n'était-ce pas précisément ce qu'il m'avait fait subir pendant des années ? Mais maintenant que le soutien financier avait cessé, ils étaient en difficulté. Parfait. La troisième étape a été de démanteler l'illusion. Le point de rupture est survenu quand ma mère est apparue de manière inattendue à mon lieu de travail. Elle a dû charmer la réceptionniste, car avant que je m'en rende compte, elle se tenait sur le pas de la porte de mon bureau, des larmes artificielles perlant dans ses yeux. « Nicolas, nous devons réparer cela. » Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras. « Réparer quoi exactement ? Cette famille, a-t-elle plaidé ? Tu nous as fracturés. » J'ai failli éclater de rire. « Non, mère, ai-je répondu froidement. Tu as brisé cette famille au moment où tu as décidé que ma seule valeur était mon revenu. » Elle a reculé comme si je l'avais frappée physiquement. « Comment peux-tu dire ça ?» a-t-elle chuchoté. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » J'ai incliné légèrement la tête. « Oh, vraiment ? Cite une seule chose. » Elle a entrouvert les lèvres, puis les a refermées parce qu'elle n'avait rien. La vérité était dure, il n'avait jamais rien fait pour moi. Et quand j'ai eu mes propres enfants, ils n'avaient aucun intérêt à être grands-parents. Ils s'attendaient simplement à ce que je continue à financer leur mode de vie indéfiniment. Je me suis levé lentement, contournant mon bureau jusqu'à être directement devant elle. « Veux-tu vraiment connaître la véritable raison pour laquelle j'ai rompu les liens ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement basse. Ma mère a dégluti nerveusement. « Parce que quand je t'ai demandé de t'occuper de tes propres petits-enfants, ton propre sang, tu m'as dit d'engager une nounou parce que m'aider pour une fois dans ta vie était trop demandé. » Son teint est devenu livide. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais, ai-je interrompu. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris. Tu n'as jamais vraiment tenu à moi. Tu ne l'as jamais fait. Et maintenant, je ne tiens plus à toi non plus. Elle a eu l'air de vouloir argumenter, puis elle est restée silencieuse parce qu'elle savait qu'elle m'avait perdu pour toujours. Sa dernière tentative désespérée a été le même vieux tour, des larmes de crocodile. « Nicolas, s'il te plaît. Nous sommes toujours ta famille. » J'ai souri faiblement. « Plus maintenant. » Puis j'ai appelé la sécurité pour qu'elle soit escortée dehors. La quatrième et dernière étape a été de porter le coup ultime. Le lendemain, mon père a contacté Justine, désespéré, frénétique, le suppliant de me ramener à la raison. Et Justine ? Justine lui a ri au nez. « Samuel avait raison à votre sujet depuis le début, a-t-il dit à notre père. Et maintenant, je le comprends enfin, moi aussi. Alors, devine quoi ? J'en ai fini avec vous aussi. » C'est à ce moment-là que tout s'est vraiment terminé parce que maintenant, il n'avait plus personne à exploiter. Sans mon soutien financier et sans ma présence, ils se sont effondrés. La ruine d'Émilie, en moins de 3 mois, Émilie s'est retrouvée sans logement. Elle a désespérément contacté tous ceux qu'elle connaissait, implorant une aide financière. Pourtant,
personne ne s'est manifesté parce que je m'étais déjà assuré qu'ils comprenaient tous exactement quel genre de personne elle était. N'ayant pas d'autres options, elle a été forcée de retourner chez nos parents, les mêmes personnes qui avaient encouragé son comportement imprudent pendant des années. Imaginez cela, 36 ans, complètement fauchée, piégée dans la même chambre d'enfant où elle se moquait autrefois de moi parce que j'étais trop sérieux. Mon père n'a pas eu d'autre choix que de vendre la maison. Et pas seulement la vendre, il a dû la laisser partir pour bien moins que sa valeur réelle. Il s'est avéré qu'il avait accumulé tellement de dettes que la banque était sur le point de tout saisir. Et pour la première fois de son existence, il n'avait personne pour le sauver. Ma mère a tenté de solliciter un soutien financier auprès des membres de la famille élargie. Mais devinez quoi? Je leur avais déjà révélé toute la vérité. Personne ne voulait jeter son argent par les fenêtres pour une famille de parasites une fois qu'ils les voyaient pour ce qu'ils étaient vraiment. Et moi? J'ai avancé, plus heureux, plus en paix, enfin libre. Et pas une seule fois je n'ai ressenti le moindre pincement de regret. Ils avaient orchestré leur propre chute. Ils n'auraient jamais dû tester mes limites. Ils n'auraient jamais dû me forcer à choisir entre eux et la famille que j'avais construite, car ils n'ont jamais compris, je n'ai jamais vraiment été des leurs au départ. 1 an plus tard, le meilleur choix que j'ai jamais fait. Une année entière s'est écoulée depuis que j'ai exclu ma famille de ma vie. 12 mois depuis que j'ai cessé d'être leur réserve inépuisable d'argent. Une année complète depuis que je me suis enfin accordé la priorité. Et laissez-moi vous dire que je n'ai aucun regret. Que s'est-il passé après mon départ? Au début, je pensais que je pourrais ressentir de la culpabilité, peut-être une lueur d'incertitude. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la liberté. Pour la première fois de ma vie, mon téléphone ne sonnait pas constamment pour des exigences. Je ne ressentais plus le poids de couvrir le loyer, les factures ou les crises de dernière minute de quelqu'un d'autre qui n'étaient en fait jamais urgentes. Enfin, j'ai pu me concentrer sur moi-même. Mon entreprise a prospéré. Mon mariage a fleuri. Et mes enfants? Ils avaient enfin le père présent et investi qu'ils méritaient, un père qui n'était pas perpétuellement épuisé à force de nettoyer le chaos des autres. Et mon ancienne famille? Elle s'est effondrée. L'autodestruction d'Émilie, après avoir perdu sa maison, Émilie n'a eu d'autre choix que de retourner chez nos parents. D'après ce qu'on m'a dit, les choses ont été un désastre complet. Elle passe d'un emploi mal payé à un autre, se plaignant constamment que la vie est injuste et que Samuel nous a tourné le dos. Mais la partie la plus satisfaisante? Maman et papa ont enfin réalisé à quel point elle est vraiment un fardeau. Sans mon soutien financier, Émilie n'est rien d'autre qu'une adulte fauchée et gâtée qui n'a jamais appris à se tenir sur ses 2 pieds. Le règlement de compte de mon père, quant à mon père, il a été forcé de vendre la maison à une perte énorme. La banque se rapprochait, l'étouffant sous le poids de ses dettes impayées massives. Et pour la toute première fois, il a dû faire face aux conséquences de ses propres décisions imprudentes. Le même homme qui me faisait la leçon sur la loyauté envers la famille et la prise de responsabilité loue maintenant un minuscule appartement délabré dans un quartier difficile, luttant juste pour survivre. Une dernière tentative désespérée, il y a quelques mois, ma mère a fait une ultime et pathétique tentative pour me ramener. Elle a envoyé un email: Nicolas, ton père et moi vieillissons. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça éternellement. Tu dois comprendre que la famille, c'est la famille quoi qu'il arrive. Mettons le passé derrière nous. J'ai éclaté de rire en le lisant. Je n'ai même pas pris la peine de répondre parce que la réalité est que le passé n'a jamais été le vrai problème. C'était eux. Et maintenant, leur humiliation devient virale sur Reddit pour que le monde entier la voie. Il y a plusieurs mois, j'ai fait le choix de partager mon expérience en ligne. Je voulais savoir, avais-je vraiment eu tort de rompre les liens avec eux? Étais-je vraiment aussi égocentrique qu'ils m'avaient fait passer? Alors, j'ai décidé de tout poster sur Reddit. La réaction a été écrasante. Des milliers de personnes ont laissé des commentaires pour me soutenir. Des dizaines de milliers ont cliqué sur le bouton d'approbation. Des inconnus complets ont applaudi ma décision et beaucoup ont même raconté leur propre expérience de rupture avec des parents toxiques. J'étais complètement stupéfait. Pendant des années, j'avais cru que j'étais le seul à faire face à cela, que j'avais peut-être fait une terrible erreur en me défendant. Mais en lisant les réponses, une chose est devenue indéniable, je n'avais rien fait de mal. Je n'étais pas sans cœur. Je n'étais pas égoïste. J'en avais simplement fini d'être exploité. Le dernier email, juste la semaine dernière, j'ai reçu un dernier message. C'était d'Émilie.
J'espère que tu es content de toi, Samuel. Maman et papa sont en difficulté et je m'en sors à peine. Tout ce que j'avais a disparu à cause de toi, mais je sais qu'un jour tu comprendras ton erreur. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu te souviendras que la famille pardonne. Je t'attendrai. J'ai lu le message. J'ai souri, puis je l'ai effacé, parce que la seule erreur que j'ai jamais commise a été de ne pas leur couper les vivres plus tôt. Réflexion finale, et maintenant, 1 an plus tard, je vis la plus belle vie que j'ai jamais connue. Mon entreprise est en plein essor. Mes enfants s'épanouissent. Mon stress est inexistant. Et mon ancienne famille? Ils font enfin face aux conséquences de leurs propres choix. S'il y a une leçon que j'ai tirée de l'année écoulée, c'est celle-ci, être lié par le sang ne fait pas de quelqu'un un membre de la famille. La famille se compose de ceux qui se soucient sincèrement de vous. Et certaines personnes elles ne sont tout simplement pas dignes d'une seconde chance.